L'environnement avec les conséquences très concrètes de la raréfaction de certaines espèces. En l'occurrence, il s'agit d'insectes et notamment d'abeilles. On va parler de l'abeille. Sans elle, certains disent que l'homme n'existerait pas. Les apiculteurs français sont inquiets. Les abeilles ont modifié leur comportement depuis qu'elles butinent des tournesols pulvérisés par un insecticide très puissant. Elles existent depuis des millions d'années, et pourtant aujourd'hui, elles doivent se montrer plus fortes que jamais. Les abeilles connaissent une véritable hausse de leur mortalité, appelée le syndrome d'effondrement des colonies. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous répétons sans cesse qu'elles sont essentielles à notre biodiversité, mais qu'en est-il réellement? Quel avenir leur est réservé? Et quel avenir nous est réservé? Nous avons rencontré plusieurs acteurs de l'apiculture et de l'agriculture qui ont essayé de répondre au mieux à nos questions. À commencer par Bernard David, apiculteur depuis 44 ans, aujourd'hui sur la région d'Angoulême. Je pense que quand j'ai commencé l'apiculture, à cette époque-là, en France, on pouvait se permettre de mettre des ruches dans le fond de son jardin et de les laisser vivre, on récoltait le miel tranquille. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La première étape, ça a été 83, où il y a eu l'arrivée des varroas. C'est un parasite qui est dans les ruches et on vit avec. Un apiculteur qui n'aiderait pas les abeilles à lutter contre ce parasite verrait ses colonies disparaître. Donc on est obligé de compter avec ça. Et le varroa destructor est même connu des apiculteurs amateurs, tels que Rémi Dumas, installé lui aussi en Charente. Dans les années 80, il y a eu des effondrements, des pertes de colonies énormes dues à ça. On ne savait pas ce que c'était. Donc on a traité. Et c'est obligatoire. Je suis obligé de mettre des lanières, de thymol, des choses comme ça, pour baisser la pression des varrois. Après, on passe plus gros. On passe aux frelons asiatiques. Les frelons, moi, ils me posent pas trop de questions. Une abeille qui est becquetée par les frelons, c'est une abeille qui a déjà fait la moitié de son mandat, puisqu'elle a déjà passé au moins 8 jours dans sa ruche à nourrir les autres. Elle a déjà fait la moitié de son travail. Après, elle sort et se fait becqueter, ben la pauvre, voilà. Mais c'est pas non plus la catastrophe. J'ai un rucher à Champniers qui est super infesté de frelons. C'est un rucher qui, jusqu'à fin des années 2000, ne donnait pratiquement rien. Je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'il y a les frelons, c'est mon meilleur rucher. Parce que toutes les colonies qui étaient un petit peu malades, tout ça, ben, elles ont disparu. Il ne reste que des colonies fortes. Donc vive le frelon. Le colza. Le colza est traité, colza transgénique. J'avais réparti mes ruches, j'en ai donné 2 du côté de Mansle. En amenant les ruches, je dis putain, il y a des champs de colza à côté. Oh. Bon. Première ruche, vide d'abeilles. Des réserves, plus d'abeilles. Je réfléchis, je dis bon, ouais, colza en fleurs. Colza en fleurs, c'est catastrophique. Début 2015, vous avez eu énormément d'apiculteurs professionnels qui se sont plaints de perdre leur colonie. On en a fait tout un ramdam, les médias s'en sont emparés. Mais nulle part on a dit que ceux qui se plaignaient le plus, c'était des apiculteurs professionnels qui avaient, pour produire davantage, nourri leurs abeilles début février pour les inciter à partir. On a eu un mois de mars complètement pourri. Leurs abeilles n'ont rien trouvé et elles étaient en plein développement. Donc elles ont crevé. La raison, les responsables, c'est eux. Le problème de l'apiculture, c'est ça. Si on veut faire une apiculture raisonnée, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Mais si vous voulez uniquement faire de l'apiculture qui vous apporte le plus possible d'argent, automatiquement, ben, vous jouez un petit peu sur pas mal de paramètres et vous vous exposez à des catastrophes. Donc voilà, on est dans une démarche où tout ce qui va mal fait vendre. J'ai des fois aussi l'idée que le miel ne doit pas venir un produit de luxe. Et que ce n'est pas parce qu'on a moins d'argent que l'on doit se contenter du miel que l'on trouve en grande surface. Ce miel
dont on nous dit qu'il vient d'Espagne, alors qu'en fait il vient de Chine. Enfin bon, il y a tout un transit. Hein. Vous savez que l'Espagne est le premier exportateur de miel en France, mais c'est également parallèlement le premier importateur de miel de Chine. Hein, donc je ne vous dis pas quoi. Hein. Les Chinois sont capables de synthétiser le miel. Donc déjà, c'était pas brillant ce qu'on mangeait. Quand vous avez marqué CE ou hors CE, c'est chinois. Chinois ou argentin, enfin bon, l'argentin est meilleur. Mais le chinois, c'est hors CE. C'était 20% de miel. 80% de cochonnerie. La cochonnerie, c'était du sucre, de la farine, et puis bon, pas ça. Donc maintenant, c'est 100% de plus rien, puisqu'ils le synthétisent. Dans les années 90, on produisait 80% de miel, on importait 20%, et là maintenant, on doit être à peu près à 30% de production et 70% d'importation. Finalement, si on résume clairement, et on le sait, tout tourne autour de l'argent. Et on ne fait pas exception pour les abeilles. Les importations, les exportations. Ce miel fait de 100% de rien. Ça embrase de l'air. Les abeilles sont en train de devenir des objets que l'homme utilise comme bon lui semble. Je vais vous donner l'exemple de la transhumance sur les champs d'amandiers aux États-Unis. Ils en ont rien à faire des abeilles, du miel et tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est féconder les amandiers. Donc il y a des milliards d'abeilles qui traversent la moitié des États-Unis pour féconder les amandiers. Bon, d'accord, pourquoi pas. Quand ça revient, il y en a qui n'ont pas supporté le voyage. Dans l'unique but de s'assurer un maximum de profit, les abeilles sont déplacées, transportées dans des conditions brutales. Elles sont contraintes de s'adapter à un nouvel environnement, constamment aspergé de produits phytosanitaires. Les abeilles perdent leurs repères, et de plus, les amandiers, qui sont les seuls arbres présents, ne constituent pas une alimentation assez riche et diverse pour ces dernières. Et après, les organisateurs de ces transhumances s'étonnent que leurs abeilles disparaissent mystérieusement. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré Carole Balu, agricultrice et présidente de la MAB, la Maison d'agriculture biologique, qui est le groupement des producteurs bio de la Charente. Contrairement aux apiculteurs californiens, qui eux se soucient uniquement de la manne financière que peuvent leur rapporter les abeilles, Carole Balu nous a expliqué qu'elle travaillait sur le respect mutuel et nécessaire entre l'agriculteur et l'apiculteur. On a pas mal d'agriculteurs qui font des partenariats avec justement des apiculteurs, avec du coup des apiculteurs, déjà eux qui cherchent des surfaces en bio, parce qu'on peut vouloir faire du miel bio, mais c'est pas pour autant qu'on a les champs à disposition. Le système qu'on a mis en place sur cette ferme, on a mis en place un système dit paysan, à savoir qu'on a essayé d'utiliser un petit peu toutes les ressources qui étaient à notre disposition. Quand on met en place un système comme ça, qu'on utilise, enfin du coup où l'on n'utilise pas de chimie, il faut que remettre en place un écosystème qui fonctionne. Et en tout cas pour nous c'est primordial de mettre des ruches, c'est primordial parce que il faut qu'on s'assure de la pollinisation de nos arbres. Du coup ça fait des externalités positives. Ce qui est surtout dommage, c'est que je me dis à quel moment le paysan a perdu son sens paysan en fait. C'est juste ça. Moi ce qui m'attriste c'est toujours ça. Là quand on parle des abeilles, à chaque fois moi je me dis mais on se retrouve face à une population de paysans désormais qui est absolument redoutable. C'est qu'ils mettent des produits, eux-mêmes savent que ces produits tuent les abeilles. Ils savent aussi qu'il y a besoin des abeilles pour polliniser, il n'y a pas de souci, mais la connexion ne se fait pas. Et je me dis à quel moment il y a eu ce point de bascule. Le monde paysan est encore très, très replié un petit peu sur lui-même et est toujours en situation un petit peu d'infériorité. Ce qui est complètement paradoxal, parce que je pense qu'un gars justement qui est à Bruxelles en train de taper sur des trucs et tout, il sait peut-être faire des choses, il n'y a pas de souci. Ce qui est finalement une qualité chez les paysans, à savoir écouter, ne pas s'avancer, ne pas comme ça affirmer des choses et laisser toujours le bénéfice du doute, là, elle les a complètement desservis. Et ils s'en sont remis comme ça à des gens qui maintenant débarquent dans les fermes en disant je suis technicien de ceci, de cela, achetez ce produit-là, c'est celui-là qu'il vous faut, moi je sais et vous ne savez pas, alors qu'ils ne savent rien. Mais voilà, mais malheureusement, le paysan, en face, le bon sens paysan, il est loin quoi. Il est loin et c'est surtout ça moi que je trouve triste.
Et voilà ce que ça crée. Ça crée tous ces problèmes écologiques. Sur les étals des marchés, dans nos assiettes, les fruits, les légumes et même à travers la viande, ils sont présents partout. Monsanto, roi des semences OGM, et Bayer, géant des pesticides. Le rachat Bayer-Monsanto, franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Des fois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas juste qu'effectivement l'espèce humaine vive une extinction massive et qu'on laisse la place aux animaux? Je sais pas, c'est fantastique. Alors effectivement, Bayer a racheté Monsanto, la boucle est bouclée. Enfin, on est dans une situation complètement dingue. Et effectivement, eh ben, Bayer rachète Monsanto, Bayer fabrique les produits, fabrique aussi les médicaments. C'est fantastique. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Oui, moi, il y a une chose qui m'agace particulièrement dans toute la communication qui est faite autour des produits chimiques. On les tolère sous les serres. Donc arrêtons de parler des abeilles, mais parlons de notre santé à nous. Nous sommes dans le même bateau. Donc c'est porteur de parler des abeilles. Et ça m'agace. Oublions les abeilles. Non, il faudrait en parler beaucoup moins. Parce que je pense que l'espèce en voie de disparition, ce ne sont pas les abeilles. Elles ont un pouvoir de reproduction que nous, on n'aura jamais. Il faut les voir se multiplier en avril-mai. C'est gigantesque. Il ne faut pas beaucoup d'abeilles pour repeupler une région. Je pense que nous, on aura d'autres problèmes. On a parlé du varroa, on a parlé des insecticides, on a parlé du frelon asiatique, mais je crois qu'on a oublié le premier ennemi des abeilles. L'apiculteur. Je pense que l'apiculteur, dans sa volonté de rentabiliser son exploitation, surtout l'apiculteur bien sûr professionnel, se tire une balle dans le pied. Finalement, l'homme est le premier ennemi de l'abeille. En voyant de telles pratiques et un tel non-respect, un jeune ne serait-il pas découragé de devoir se battre contre sa propre espèce afin de réussir dans l'apiculture ? Alors, je pense qu'il faut avoir envie. C'est comme tout, hein. Quand on est motivé, on passera par-dessus toutes les épreuves. L'apiculture, je pense qu'il faut faire comme tout, il faut commencer à voir ce que c'est. Se faire piquer, voir ce que c'est, les contraintes, etc. On commence comme ça. On ne commence pas à acheter 20 ruches. Ça peut rater. On dit, vous mettez sur du colza. Bon. Si vous voyez que ça prend, eh ben après, ça va monter tout seul. Donc, oui, c'est possible, mais il faut vraiment y croire. Regardez, j'y crois, j'y suis encore. Je n'ai pas complètement abandonné.